Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là on est au paradis, là. Donc on a fait un petit groupe là où on s'entraîne 3 heures tous les jours et depuis à peu près 3 semaines, un mois pour certains. Voilà, donc là c'est le moment des questions-réponses et j'espère que ça va pouvoir bénéficier à un maximum de personnes si le vent nous permet de pouvoir discuter, quoi. Donc première question, Jean-Marc. Quand la douleur nous empêche de faire nos techniques et ça emballe le mental, quel est le meilleur moyen de ne pas partir sur le mental où on sait qu'on pourra perdre le combat parce qu'on va trop penser, quoi. Comment ne pas trop penser quand ça se déroule pas comme on veut finalement? Donc là c'est très simple, c'est prendre la distance. Il faut prendre une distance, il faut observer un petit peu dans la méditation. On voit les pensées, on voit nos problèmes qui reviennent, seulement on les observe. Et le travail de résistance à la douleur que l'on voit en systéma, je ne sais pas si on l'a fait, sinon on va le faire juste après la vidéo. Il y a un travail de résistance à la douleur où justement la personne nous fait une clé et on cherche à se détendre, donc physiquement à se détendre et mentalement. En se détendant mentalement, on se détend physiquement et les tendons s'allongent, les muscles s'allongent et la clé, on peut se libérer de la clé de cette façon. Donc simplement par l'observation et l'habituation à la douleur. Par exemple la méditation permet de renforcer le corps calleux que l'on a entre les deux hémisphères et on atténue la douleur de cette façon. Ça, c'était des expériences qui ont été faites au Canada, je ne me souviens plus comment elles s'appelaient, il y avait un nom particulier. Je crois, j'en ai parlé dans mon livre d'ailleurs, il me semble que j'en ai parlé dans mon livre, ou c'était dans une étude de cas plutôt sur la fibromyalgie que j'avais fait ça. Et voilà, donc il y a une expérience qui a eu je crois, c'est ou à Montréal ou à Québec, je ne me souviens plus, qui était basée justement avec plein de méditants en voyant qu'ils avaient une meilleure résistance à la douleur, donc avec quelques heures de méditation par jour. Donc oui, l'observation aussi, être détaché de la douleur, parce qu'il y a deux sortes de douleurs. Il y a la douleur qui nous montre un danger, on va dire, et après, notre façon de surjouer à la douleur, c'est-à-dire de surréagir. J'attends que le vent baisse un peu. Le problème de la douleur, c'est que souvent on surréagit à la douleur. C'est-à-dire pour un petit bobo, on multiplie par 10 notre réaction et ça ne sert à rien et parfois on va empirer. Ça va être encore pire, la douleur va être encore plus forte. Si on me tord dans un sens, et moi je vais tirer dans un sens, dans le sens contraire et tout, ça va être pire. Donc le principe c'est, on me tord et je me détends, je me relaxe. La douleur monte jusqu'à l'épaule, hop, je détends l'épaule, hop, et après je peux agir sur mon point. Si tu l'as jamais travaillé, on va le travailler. C'est la première chose que j'ai fait travailler en rentrant de Moscou au mois de février. Voilà, donc l'observation, et pour pratiquer ça, vous avez les douches froides, vous avez les bains de mer, vous avez la méditation par elle-même, voilà. La respiration Wim Hof, tout ça, tout ce qui nous permet de respirer, de concentrer sur la respiration, sur la posture, de devenir une espèce de contemplatif, c'est-à-dire on contemple notre corps, on contemple notre respiration, on prend conscience de tout ça et on ne surréagit pas, c'est-à-dire on ne tombe pas dans le mental. Si on me tord le doigt et que mon mental s'affole, effectivement c'est ça le principe, on va surjouer, on va aller faire des conneries, on va se faire péter le doigt. Donc contempler. Deuxième question, Yannick? Oui. Alors moi j'ai tendance justement à surréagir, à anticiper à l'avance ce que l'adversaire, le partenaire va faire. Et au final c'est souvent mauvais. Alors comment on va dire se déprogrammer, ressortir toutes les images qu'on a dans la tête qui font qu'on ne réagit pas de la même façon? Parce que c'est des choses qu'on a ajoutées qui ne sont pas bonnes au final. Mais parce que tu attends. C'est tout simplement parce que tu attends et tu anticipes. Si tu anticipes, c'est que tu n'es pas dans le moment présent. Quand on est dans le moment présent, tant que la personne ne nous a pas saisi, tant que la personne n'est pas à distance de combat, tant que la personne n'a pas donné son attaque, on ne bouge pas, on ne fait rien, on se concentre sur nous. Alors il y a le principe systéma où quand la personne est hors de notre portée, on se concentre sur notre respiration, sur nos émotions, sur notre posture, on essaie de se décontracter, et puis quand la personne, on arrive à sa portée plutôt, ou elle est à notre portée, là on essaie de se connecter sur la personne, et c'est elle qui va nous donner des informations pour réagir. Mais on n'attend pas l'attaque, et surtout on n'anticipe pas l'attaque. Parce que ça peut être n'importe quoi. La personne elle met sa main pour chercher
un paquet de cigarettes et puis nous on lui rentre dedans, quoi. Donc, et il y a des exercices qui sont faits pour voir si la personne a des intentions négatives ou a des intentions positives. La personne vient pour nous serrer la main, elle n'aura pas la même intention que quelqu'un qui vient pour nous donner un coup de poing ou un coup de couteau. Donc on doit différencier ceci. L'intention, la connexion à l'intention, c'est ça. L'aïki de l'aïkido, c'est ça, c'est la connexion à l'intention de l'autre. Donc ne pas attendre et ne pas anticiper. C'est vrai que le cinéma nous a tellement programmés dans des conneries, quoi. Voilà. Jérémy ? Oui, est-ce que tu peux nous reparler de la mystification dans les arts martiaux? La mystification dans les arts martiaux, c'est qu'on n'a jamais eu les arts martiaux. C'est déjà ça, quoi. Comme je disais, il y a une grosse trompette qui se lève. C'est bizarre, c'est quand on parle de ça. Hein. Voilà, donc c'est que Okinawa a été envahi par les Japonais, et les Okinawaïens leur ont donné le karaté, c'est-à-dire la boxe chinoise. Les Américains envahissent le Japon, occupent le Japon, et les Japonais interdisent les arts martiaux, mais on leur donne quand même le karaté parce que c'est chinois. Et en France arrive le karaté, en Europe, en Occident arrive le karaté. C'est-à-dire une boxe chinoise qu'on a maquillée en technique japonaise. Donc c'est une bonne mystification déjà ça au départ. Après l'aïkido, voie de la paix, c'est une bonne mystification aussi. Que je disais, par exemple, là je parle que du début, hein, le judo qui a été présenté comme quelque chose de très pédagogique, dans le cœur de Jigoro Kano quand même, ce qui était pro-occidental, c'était quand même une façon d'exporter les produits japonais. Un produit japonais qui faisait que tous les judokas devenaient des japonisants. C'est-à-dire des gens qui étaient d'accord d'acheter des produits japonais parce que le judo leur aurait fait aimer le Japon. Et ça marche, hein, ça marchait depuis tout le temps. Hein. Donc la mystification, elle vient déjà qu'on ne nous a pas donné les vrais arts martiaux. Je veux dire, quand le judo l'aïkido est arrivé, le Yagyu Shingon, le Shinkageryu, il était resté au Japon, quoi. Et ce qui nous est donné par des gens qui n'ont jamais fait la guerre, par des gens qui n'ont jamais connu la guerre, qui n'ont jamais tranché quelqu'un au sabre. Donc c'est déjà plus des arts martiaux. Les arts martiaux, c'est quelque chose qui est réservé aux militaires. Comme disait Fairbairn, il disait les arts chinois sont réservés aux Chinois. Lui, il a eu accès au Wing Chun, par exemple, parce que, en tant que force spéciale à Hong Kong, il a pu récupérer des trésors nationaux chinois qui avaient été volés, et il a pu les restituer. Donc ça lui a donné accès à la confiance des Chinois et des maîtres de Wing Chun, parce qu'il rendait les trésors aux Chinois. Mais sans ça, il n'aurait jamais pu avoir accès, par exemple, au Wing Chun. On refait un tour? Jean-Marc? Oui, c'est sur les techniques de jambes. Qu'est-ce qui peut justifier de faire des techniques au-dessus du niveau de la hanche, où on sait qu'on va mettre notre équilibre en déséquilibre, justement? Est-ce qu'il faut se cantonner que des techniques sous la hanche, ou est-ce qu'il y a quand même des cas où on peut avoir ces fameux pieds levés, quoi, plus haut? À la rigueur, si moi je veux te donner un coup de pied dans ta tête, je monterai sur le banc, tu vois, et je te donne un coup de pied à partir du banc ou d'un escalier. Mais se mettre en déséquilibre, à part en boxe française où le gars est très très souple, il arrive à balancer des coups de pied fouettés comme faisait Bruce Lee. Bruce Lee, c'est la boxe française. Hein. Il faudrait être complètement aveugle pour voir que c'est pas de la boxe française et de la lutte, ce qu'il fait. Donc après, effectivement, en Wing Chun, Yip Man ne donnait pas des coups de pied au-dessus de la ceinture. C'était entre jambes, les genoux, les tibias. Le karaté originel, boxe chinoise, donc aussi donnait pas de coups de pied. Les mawashi, c'était vraiment au niveau du genou, de la cuisse. C'était vraiment, tous les coups de pied étaient des low kicks. Les premiers livres que m'avait envoyé Henri Play, là, ce tout premier livre qu'il avait fait, on voit bien que voilà, il n'y a aucun coup de pied au-dessus de la ceinture, ça n'existe pas, quoi. Pourquoi se mettre en déséquilibre sur un champ de bataille? Si vous donnez votre pied, vous faites détruire la cheville, quoi. C'est tellement facile de renverser quelqu'un en lui tirant la cheville, en lui tordant la cheville. Donc non, pour moi, il n'y a pas vraiment une nécessité, si ce n'est la frime.
Disons que quelqu'un vous attaque et puis vous sentez un petit peu supérieur au bonhomme parce que vous êtes souple, pour peu que vous voyez une nana en débardeur et en mini-jupe, vous allez balancer un coup de pied au-dessus de la tête, mais là vous mettez vos roubignoles en danger, quoi. Donc je pense que, point de vue éthique, aucun être humain n'attaque les testicules d'un autre être humain, quoi. Sauf si vraiment il se sent en danger, quoi. Ou il est sous captagon, évidemment, ou sous crack. Oui, alors moi, pendant le jeu qu'on avait fait tout à l'heure, j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'inhibition. Je n'osais pas vraiment frapper. Est-ce que tu penses justement que tous les jeux virils qu'ils ont en Russie, où ils se battent pour s'amuser en collectivité, ce serait quelque chose de bon à réintégrer à notre société où on est un petit peu efféminé, castré même? On est efféminé et castré par l'éducation, les religions et le néo-féminisme actuel. Ça parce que le néo-féminisme actuel, c'est tout simplement une vengeance des féministes LGBT qui veulent éradiquer l'homme de la Terre en disant on n'a pas besoin d'hommes. Bon, maintenant, la science a fait des utérus artificiels, donc il faudrait qu'elle se méfie aussi. D'accord. Donc déjà, ils n'ont plus le rôle d'éduquer les enfants comme avant, de cultiver le jardin, etc. Donc bientôt, on dira vous ne servez à rien. Au revoir. On va se passer de vous aussi. Oui, effectivement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on se restreint soi-même. On arrive, comme on dit, à se censurer, on s'auto-censure par tout ce que l'on a appris, par notre éducation, notre religion, par les normes sociétales, tout ça. Évidemment, on n'ose pas frapper, alors que on ne rend pas service à la personne si on fait semblant de lui donner un coup. Et puis aussi, surtout, ce que disait Komarov, Konstantin Komarov, c'est qu'en Russie, les groupements d'HLM avaient été faits justement pour que ça fasse des mini-gangs comme ça, pour que les enfants puissent combattre ensemble, et afin de ne plus avoir peur des coups, et que ça fera des gens qui font des bons soldats, quoi. La société était comme ça chez nous aussi. Il y a toujours eu des gangs de quartier, tout ça, avec le but évidemment pas de tuer le bonhomme, mais d'endurcir, d'aguerrir. Hein. Le mot aguerrir dit bien ce que ça veut dire. Hein. Donc aguerrir les enfants les uns les autres. Moi j'ai eu la chance d'aller dans des camps de l'armée très tôt, sur des colonies de vacances qui étaient loin d'être des colonies de vacances, où c'était des moniteurs commandos qui étaient moniteurs. Et donc effectivement on faisait la soule, beaucoup de soule, on travaillait beaucoup sur la soule, sur des combats où on se mettait sur le dos et puis on se tapait dessus à coups d'oreiller, où il fallait se renverser en faisant des combats à cheval entre guillemets. Hein. Maintenant c'est totalement interdit, vous verrez jamais ça, quoi. Vous verrez ça en Russie, hein. J'ai ramené des vidéos justement où on voit ça. Mais en France, j'ai jamais vu ça dans les centres aérés, les gamins qui se mettent sur les épaules des autres et qui se tapent dessus à coups d'oreiller, vu les risques qu'il y a, quoi. Mais c'était des risques encourus et puis c'était sous forme de jeu. Et tout ce qui est sous forme de jeu, on apprend beaucoup, quoi. C'est beaucoup plus enrichissant que de faire des exercices qui nous emmerdent, où on a peur, on est crispé, on attend la fin parce qu'on a peur de se faire mal ou de prendre des coups. Et tous les arts martiaux, pratiquement, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas des arts martiaux, toutes les techniques que l'on a en France vont être basées sur la peur de prendre des coups. Donc on arrive au karaté, on pète chaque, on crave tout ce qu'on veut en disant je vais être immortel et je vais être un super-héros et personne ne pourra me toucher. Et jamais je prendrai un coup. Alors qu'en système, on accepte de prendre des coups et on le sait, comme dit... je crois que c'est Vasiliev, les coups tu les prends, tu t'en vas, quoi. Je veux dire, si t'as pas envie de prendre de coups, va faire du ping-pong ou du karaté ou autre chose. Mais nous, on n'a pas de gants, on n'a pas de casque, on prend des coups et puis voilà, s'il y a 10 mecs qui nous sautent dessus, forcément on va prendre un coup. Alors pour quelqu'un qui se sent immortel, qui se sent intouchable parce qu'il a fait 10 ans de sac de frappe et autre chose, voilà. C'est pour ça que la boxe est beaucoup plus réaliste, même si c'est du combat, même si un boxe taille et boxe anglaise, boxe américaine, c'est beaucoup plus réaliste que donner des coups sans se toucher, ou donner des coups avec des gants de MMA. Voilà, le premier coup de boule qu'on prend dans la tête, on est complètement troublé. Hein, on est troublé. Hein, il faut que le compteur se remette à zéro. Il faut faire un réajustement, on va dire. Hein. On a appuyé sur Reset. Qu'est-ce qui se passe? Jamais on m'a dit que je pouvais prendre un coup de tête. Je ne savais pas que ça faisait mal comme ça. J'ai le nez cassé, j'ai les yeux qui pleurent. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on est dans l'inconnu, alors que c'est la base.
Mais dans le sport où on respecte des règlements avec un arbitre, un médecin, une récupération dans un coin et tout ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est quand même mieux de prendre des coups, voilà. La peur des coups attire beaucoup de gens dans les arts martiaux, mais les remplit d'illusions. Et le premier coup qu'ils prendront, ben, ils seront complètement perdus, quoi. D'où l'anticipation, d'où les mouvements trop complètement... là où on pourrait faire ça, on fait ça, en découvrant d'autres zones. Jérémy? Est-ce que tu aurais des exercices ou des recommandations pour s'améliorer dans la pratique martiale? Ben, déjà, comme j'ai dit, hein, la pratique martiale, c'est une pratique de tous les jours. Hein. Avant, quand il y avait une guerre tous les 30 ans, la pratique martiale, c'était le gamin qui allait chercher du lait, il faisait attention à ce qu'il y avait autour de lui. Voilà, quoi. C'était déjà d'augmenter sa vigilance sans être parano. C'est de prendre des douches froides pour s'endurcir et pas avoir peur d'avoir froid. C'est marcher longtemps, c'est savoir piquer des sprints, faire du parcours, c'est-à-dire passer par-dessus des obstacles sans forcément être dans un club de parcours. C'est savoir soulever des charges lourdes, savoir grimper à un balcon, descendre un balcon aussi. La pratique martiale, c'est aussi, comme on disait par avant, être fort pour être utile. C'est-à-dire on n'est pas fort pour regarder ses biceps dans un miroir et envoyer des photos sur Facebook en slip. On cherche à être fort pour pouvoir sauver son enfant quand il y a le feu à la maison. Ou bien, voilà, si un gamin tombe à l'eau, on plonge et on va le sauver. S'il est coincé sous un tronc d'arbre, on va soulever le tronc d'arbre. Voilà, c'est vraiment être fort pour être utile, que ça serve à quelque chose. Dans un groupe, avant, on était utile. On était utile, les groupes c'était des petits groupes et on était utile, chacun était utile par un moyen ou par un autre, mais tout le monde se devait d'être utile, il n'y avait pas de parasites. Donc oui, la méditation, les douches froides, les étirements, la détente, le yoga, tout ce qui permet de devenir fort soi-même, de s'améliorer soi-même, de performer, non pas pour soi, mais pour la collectivité. Être fort pour aider la collectivité. Et pas pour se regarder devant un miroir, ou poster des vidéos sur YouTube en train de faire des pompes sur une main, par exemple. Moi j'en ai mis des vidéos sur YouTube, mais c'est pour donner des petits défis à ceux qui puissent dire que je suis un fake, etc. Quoi. Si déjà s'ils font ce que je fais quand ils ont 25 ans alors que j'ai 62 ans, ce sera déjà bien. Je vous réserve quelques petites vidéos bientôt comme ça. On fait un autre tour ou on arrête? Comme vous voulez. Tu parlais des Shimaru tout à l'heure? Non, tu parlais de l'élève de chez Shimaru. C'était Bernard, ça? Non? Arnaud Desjardins. Ah oui Il était élève de Deshimaru. Oui. Ah oui, par rapport au fait que finalement la conclusion pour moi c'est que un maître c'est pas quelqu'un qui te rajoute des choses, c'est quelqu'un qui t'enlève tout ce qu'on t'a rajouté par la suite au cours de ta vie, de ton éducation. Le maître te permet d'enlever. Oui, voilà. Il te l'enlève pas, quoi, je veux dire. C'est à toi d'enlever tout ce qui est inutile. Parce que, pareil, quand Jérémy, quel exercice il faut faire? Un exercice de dépouillement. C'est surtout un exercice de dépouillement. On cherche toujours le point américain, le truc magique, la caféine qui va nous donner de la patate, alors que c'est l'inverse. Il faut enlever tout ce qui sert à rien. Si déjà vous enlevez votre peur, votre appréhension, votre anticipation, votre crispation, votre peur des coups, tout ça, si vous enlevez tout ça, vous allez être efficace. C'est ça le problème. Vous arrivez dans un club avec plein de peur et vous en ressortez, vous avez 10 fois plus de peur. Combien de personnes m'ont dit avoir pratiqué par exemple du penchak ou du krav maga et rentrer chez eux à 10 h du soir en tremblant et en rasant les murs et en trouvant pas le sommeil parce qu'ils étaient complètement excités, parce que le professeur a cultivé leur parano. Il leur a dit bon, la personne vous attaque, vous leur rentrez dessus, vous donnez des coups, mais ça c'est un petit chien qui a peur, ça. C'est un singe qui a peur. C'est comme si quelqu'un m'attaque, je prends un chat, je lui jette dessus, le chat il a peur, il va griffer le visage et il va s'accrocher au pull-over du mec, tu vois. Donc en fin de compte, est-ce qu'il faut réagir comme un animal qui a peur ou est-ce qu'il faut arriver à être complètement calme et gérer la situation? Donc pour moi, un cours est bon quand la personne rentre chez lui.
chez elle, c'est puisqu'on dit la personne, sans être parano, sans raser les murs et qui trouve le sommeil. Si la personne rentre chez elle 2 fois plus avec la tension qui monte et à 2 doigts de faire un AVC ou de tuer son chien, pour moi le cours c'était un cours voilà, c'est des trucs à interdire ça. Hein, donc quand je vois les enfants qui gueulent comme des putois, non, faut arrêter quoi. Je veux dire, ça devrait être interdit ces trucs-là. Le but, c'est pas de rendre les gamins parano, hyper agressifs, en donnant la violence comme une solution, en donnant la force comme solution. La force et la violence ne sont pas des solutions. C'est pas un projet de vie être fort et violent. C'est pas un projet de vie. Donc oui, c'est un dépouillement. Toute voie martiale est un dépouillement ou c'est pas un art martial. On a enlevé la rigidité pour redevenir naturellement souple. Je veux dire, les animaux, ils font pas du stretching. Ils accumulent pas de tension, c'est tout. Vous avez déjà vu les lions, les panthères, la patte qui bascule comme ça, complètement détendue. Voilà, c'est les petits chiens qui aboient, qui sautent, qui crient parce qu'ils ont peur. Alors, donc voilà, généralement ils ne mordent pas ceux-là, ils gueulent et puis ils foutent le camp quand tu fais les gros yeux. Donc non, il faut être complètement détendu, il faut être des fauves, il ne faut pas être des petits clébards, d'accord? Donc le principe c'est, ça sert à quoi de crier? Quand on crie, c'est comme quand on parle fort, c'est dans une conversation, ça veut dire qu'on a peur et on veut s'imposer et on veut impressionner. Ceux qui veulent, c'est ce que disait Ryabko, ceux qui veulent impressionner, c'est ceux qui ont le plus peur. Ceux qui crient, qui font des grimaces, qui gonflent les muscles ou qui font des mouvements comme ça, c'est parce qu'ils sont terrorisés, ils ont complètement peur, quoi. C'est comme le mec qui prend son nunchaku, qui comme ça. Voilà, et l'autre il prend son pistolet, il tire une balle, quoi. Voilà, donc voilà, faut pas, voilà, on n'est pas des singes, on n'est pas des animaux, on n'est pas des chiens à terroriser, quoi. Donc oui, il faut se dépouiller, quoi. Il faut redevenir humain, quoi, tout simplement. Enlever toute cette partie, pas dire ouais, quand on m'attaque, faut être un animal. Je pense que les asiles sont pleins de gens comme ça. D'ailleurs, je me souviens du côté de Pau, il y avait un HP comme ça où le mec, il avait coupé la tête de l'infirmière, il avait posé sur le poste télé dans la salle télé, quoi. Il a dû avoir un prof qui lui dit « Toi, tu sautes dessus, t'es un animal !» Voilà, quoi. L'infirmière voulait lui faire prendre son médicament, il lui a coupé la tête, quoi. Voilà, des mecs comme ça, il y en aura de plus en plus dans les prisons et dans les hôpitaux psychiatriques. Hein. Voilà, donc c'était surtout, oui, on est dans une voie de dépouillement. Quand je disais en 92 sur Karaté Magazine, Feu Karaté Magazine, que l'art martial est un yoga en action, voilà, au début Henri Play avait fait un article pour se moquer de cette phrase, et 4-5 ans après, hop, il avait repris cette phrase-là en disant l'art martial, effectivement, c'est un yoga en action, c'est comme un Ritsuzen, voilà, c'est ça. Donc oui, bien sûr, on doit être dans l'observation, sans émotion, voilà, telle la girafe qui regarde de haut, le petit chacal qui aboie, qui piaille, qui pime, et qui essaye d'impressionner la grande girafe. En sachant que jamais il arrivera à lui sauter à la gorge parce que la tête est bien trop haute. D'accord, je pense que c'est ça. Voilà, donc oui, on a les gens qui font peur et qui ont leur business dans la peur, en cultivant la parano chez leurs clients, c'est des gens, voilà. Il faudrait leur faire passer des tests psy, comme je dis. Voilà, une autre question? Oui, moi ça m'amène à une question Oui. là, du coup. Les arts martiaux, on nous a toujours dit c'est une école de vie, alors, et puis finalement on s'entraînait karaté ou judo, aikido, enfin les arts martiaux de l'époque, on s'entraînait dans le dojo, enfin dans la salle, qui n'était pas un dojo. Et puis après, sorti de ça, il n'y avait pas d'école de vie. Alors que là, je vois qu'avec le Systema, avec cette approche, avec tout ce que vous nous enseignez, est-ce que vous pouvez nous développer ça? Est-ce que ça t'étonne? En dehors des coups de poing. Est-ce que ça t'étonne? Non. Mais je vois l'énorme différence. Non, alors l'énorme différence, c'est que effectivement, en Chine, au Japon, c'est une école de vie parce que c'est des arts chinois ou japonais. Donc les mecs, ils sortent du tatami, ils sont dans la rue, ils sont en kimono, ils vont chez eux, ils ont des tatamis. Donc en fin de compte, évidemment, à moins de vivre sur un tatami, etc., comme je vis, quand vous sortez du dojo, hop, vous allez au McDo, vous allez fumer, vous allez boire, point. Donc vous rentrez dans le dojo comme on rentre
à Disneyland, quoi. C'est un truc exotique, il y a un Bouddha ici, il y a une photo de Bruce Lee, il y a une photo d'un maître barbu, on ne sait pas trop qui c'est, on met un kimono qui n'est pas du tout de notre culture, on met une ceinture, on ne sait pas trop pourquoi, on salue des trucs qu'on ne comprend pas, alors que c'est pas un dojo. Un dojo, c'est un endroit où il y a un hôtel qui a été béni, voilà, avec de l'encens, avec des bougies, et on fait des prières, c'est un dojo. Et pourquoi pas s'entraîner dans des salles comme ça. Mais on n'est pas bouddhiste, on n'est pas shinto, on n'est pas shingon, et puis on n'est pas japonais, on ne vit pas avec ces habits-là. C'est pas notre culture. C'est complètement... Alors, ce qui est marrant, c'est quand je regardais les premières photos de Jigoro Kano, il avait des chaussons de sambo, des shorts de sambo, de lutte, et une veste de judo qu'on voit, qui était la veste des porteurs de pouce-pouce. Et c'était assez marrant, quoi. Parce qu'il a inventé une sorte de costume pour faire du judo, quoi, quelque part. Les autres, ils s'entraînaient en hakama avec des vestes en soie, des machins comme ça. Alors, va choper une veste en soie, tu vas voir comment c'est. Puis projeter un mec qui a 2 sabres, etc., avec un kimono en soie, c'est pas projeter un mec un kimono en coton par terre, là, sur du béton, quoi. Donc oui, c'est une école de vie. Si l'art que tu pratiques, tu en fais ta culture. Si tu connais la culture, si tu manges japonais, si tu dors japonais, comme j'ai fait pendant plus de 30 ans. Je dors sur un tatami, j'ai mangé nourriture ninja, j'allais au Japon, je restais 2 mois, 3 mois, j'apprenais le japonais au centre franco-japonais à Bordeaux. Voilà, j'étais constamment avec les japonais, j'avais ramené une télé japonaise, des films japonais que j'avais enregistrés sur des vidéos, une cinquantaine de 70 je crois, cassettes de radio japonaises que je me mettais 24 heures sur 24. Je vivais au Japon, même en France. Donc voilà, pour moi c'était mon truc, c'était une sorte de monde à part, quoi. Je vivais en sous-marin, mais pour ça que ça m'a été si facile de comprendre la culture japonaise, parce que j'en suis jamais sorti. Et pour quelqu'un qui va au supermarché, on entend de la musique anglaise, qui bouffe de la bouffe française, qui boit du Ricard, qui va jouer à la pétanque avec ses copains, fumer des goldos, boire son vin rouge, partir faire du karaté, revenir, regarder un match de foot, le mec, je sais pas ce qu'il fait. Il ne fera pas du karaté comme ça se passe au Japon ou encore moins au Okinawa. Donc il faut être imprégné de la culture, quoi. Les juifs qui font du Krav Maga sont plus dans leur truc à eux. Les musulmans qui font du Penchak sont plus dans leur truc à eux, parce que ça vient d'Indonésie, voilà, le Silat et compagnie, pratiqué par l'islam, un peu animiste, un peu musulman, un peu magique. Voilà, c'est un peu de tout, quoi. Mais il faut rentrer la culture à 100%, sinon on n'arrivera pas à percer. Ou alors on fait ça comme une activité ludique, et puis on n'a rien pigé. Mais pourquoi pas, dans ce cas, ça devient du sport d'entretien. Et pas de l'art martial, ça, c'est pas quelque chose qui vous sauvera la vie. Si vous n'êtes pas imprégné à 100%. L'avantage du système, c'est que c'est beaucoup plus proche de notre culture, et puis ça se fait dans la rue, ça se fait sans tatami, ça se fait en costume de ville. Voilà. Et puis c'est encore utilisé par les militaires. Je vois pas des militaires faire du karaté, par exemple, la naginata, ou voilà, du tir à l'arc, ou de la boxe avec des gants, quoi. Je veux dire, premier coup de poing sur une tête, il n'y a plus de main, quoi. Je veux dire. En plus, le mec, il a un casque, quoi. Je veux dire, à la guerre, les mecs, ils ont des casques, ils ont des pare-balles, ils ont des baudriers, des machins, des vestes de combat. Le premier coup de coude que tu fous, tu tapes sur une radio ou sur une grenade, voilà, un GPS ou un truc comme ça, quoi. J'avais fait ça, hein. J'avais pris un bob, j'avais mis un gilet pare-balles et une veste d'intervention, j'avais mis un casque au Kevlar dessus, une cagoule, et les mecs qui venaient, qui faisaient un peu de boxe ou de boxe style, je leur disais, voilà, toi, comment tu fais là? Les mecs, ils étaient sur le bob, il fallait... Alors j'avais mis un tombe-phare aussi, hein, j'avais mis une radio dans la veste, le type, il savait pas où frapper, quoi, parce que, à part la gorge, quoi, éventuellement, voilà, mais croire qu'au Moyen-Âge, les mecs avaient des armures, c'est pareil, ils faisaient pas mawashi, il paraît que dans Coq de
combat, là, une BD, on m'a dit ça hier, ils font croire que les mecs à Okinawa, ils se battaient contre les guerriers Satsuma. Alors le mec, à coup de poing, au coup de nunchaku, au coup de bâton, contre une armure qui a été forgée pour résister à des haches ou des sabres forgés pour la guerre, même pas en rêve, quoi. Puis comme je disais, pour arriver déjà à donner un coup de poing sur un soldat dans un champ de bataille, il y avait d'abord les mousquets, il y avait les flèches, il y avait les lances, les pics, les naginata, les sabres pour arriver à toucher un mec. Donc ça fait quand même beaucoup de gens qui savaient pas se battre en face. Alors que comme disait Tokitsu et autres, il n'y a pas eu un seul mort chez les Satsuma pendant les invasions qu'il y a eu à Okinawa, quoi. Je veux dire, on se bat pas à coups de nunchaku ou de bâton contre des mecs qui sont aguerris à la guerre. Surtout que les Satsuma, putain, les mangeurs de patates douces, c'était des fous, quoi. Je veux dire, c'était des gens qui vivaient que pour la guerre, pratiquement, quoi. C'était un clan qui voulait envahir la Corée, envahir un peu partout, quoi. D'autres questions? Non. Donc, pour résumer, voie de dépouillement, pas d'anticipation, ici et maintenant, méditation, douche froide. Voilà, on va essayer de retrouver un moment pour aller à la mer, un de ces quatre. Hein. J'en ai parlé un petit peu. Voilà. Ok, donc bisous à tous et j'espère que ces questions-réponses n'ont pas été trop perturbées par les coups de vent et que vous avez pu avoir tout. Bah, vous nous le direz dans les commentaires et puis moi je vais le savoir très vite en postant la vidéo. À très bientôt. Je vais tenter de faire un peu plus de vidéos.